Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur cet excellent moment de télé pendant ces vacances sur Live TV, la télé sans filtre. On vous aime, on aime que vous soyez là. Vous êtes sur les réseaux sociaux à nous suivre, à partager, à nous mettre des likes et à faire des commentaires sur les sujets que nous discutons sur ce plateau du Talk avec mon équipe de charme. Bienvenue au Talk. Le plus doux au monde, donc la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, et de regarder le talk, je le disais, avec mon équipe de choc, avec Herman Aboua. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien. Super. C'est tout, hein, on va très bien. On est paré pour discuter tous les sujets qu'on a ce soir. D'accord. Isabelle va pas tomber titiller aujourd'hui. Elle t'aime beaucoup. Oui, je sais. Isabelle, j'ai remarqué une chose. Tu es habitué maintenant. Elle t'aime beaucoup, Isabelle. Ça, je suis sûr, j'ai vu ça. Jessica Koné. Bonsoir. Où est-ce qu'on a mis le petit chaperon rouge? Aujourd'hui, c'est le petit chaperon violet. Ah, il est violet, là. Couleur aubergine, plus précisément. D'accord. Les grosses aubergines, là. Oui, les grosses aubergines qu'on trouve dans la sauce claire. Ça ne veut pas dire que j'ai faim, hein. D'accord. Tu as mangé au moins à midi? Oui, j'ai mangé. On est sûr de ça, d'accord. Oui. Okay. Isabelle Vovo. Salut à la team et bonsoir chez vous. Ça va bien? Super. D'accord. Et puis Eunice Nda. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais très bien. En tout cas, j'ai bien mangé ce midi, en tout cas. D'accord. On ne va pas demander le menu de chacun de nous, mais bon, on est sûr qu'on s'est bien nourri. C'est pour ça qu'on est bien sur Live TV, la télé sans filtre. On attaque tout de suite avec l'info du jour. Première info. Élection locale 2023, la date du dépôt donc, des candidatures prorogées jusqu'au dimanche 23 juillet 2023. Alors, cette prorogation, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Moi, je pense que cette prorogation, je pense que la CEI sait maintenant, elle est habituée à organiser des élections. Elle sait qu'à toujours le premier délai qui est fixé pour le dépôt des candidatures, les partis politiques et les différents candidats souvent traînent, parce que c'est plusieurs listes, il faut les harmoniser, surtout qu'il faut tenir compte de toutes les conditions. Cette année, par exemple, la CEI veut être regardant sur ce qui est les 30% de quotas pour les femmes. Donc, je pense que la CEI a prévu cette prorogation-là. Je ne crois pas qu'elle est surprise. Voilà. D'accord. Est-ce que cela n'a pas un impact réellement sur le calendrier électoral? Alors, il faut déjà savoir qu'au niveau de la CEI, le calendrier initial partait du 1er juillet au 19 juillet. Donc, il y a eu une prorogation jusqu'au 23 juillet. Il faut savoir aussi que l'élection présidentielle de 2025 se prépare maintenant avec les élections locales pour chaque parti politique. Donc, il y a des alliances qui se font. Donc, ça met du temps pour pouvoir choisir en fait, les meilleures têtes de liste au niveau donc, de ces différents partis politiques. Et il y a aussi, comme Herman vient de le dire tout à l'heure, l'instauration des 30% de quotas de femmes sur chaque liste. Donc, pour être regardant sur l'ensemble de ces différents critères-là, donc la CEI a décidé de proroger. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du code électoral, il faut 45 jours entre le jour où on dépose les dossiers jusqu'au jour des élections. Et je pense que pour le moment, la CEI respecte le calendrier imparti. Il faut rappeler que c'est à la demande des groupements oui, exactement. politiques. C'est aussi à la demande des groupements politiques que la CEI a décidé donc de proroger ce calendrier. À la demande des groupements politiques, est-ce que la CEI n'est pas en train d'entrer dans le jeu des partis politiques? Et moi, c'est ce qui est en train d'arriver, parce que je pense que la CEI donne trop de largesse aux partis politiques, ce qui peut elle-même la discréditer dans le temps. Effectivement, ça peut la discréditer parce que les électeurs regardent la CEI, tout le monde regarde la CEI et les partis politiques sont comme en train de jouer au ping-pong. Bon, c'est vrai que à la fin, c'est trop de largesse. Moi, je me dis, il faut réguler tout ça. Vrai que parce que jusqu'à cette heure, on n'a pas encore les listes définitives. D'accord. Moi, je voudrais savoir, Emma, est-ce qu'on est d'accord avec discréditer le terme? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec discréditer. Je ne suis même pas d'accord qu'on dise que la CEI fait des arrangements. Parce que la CEI, c'est son rôle. Son rôle de faire en sorte que le scrutin, le processus électoral se déroule bien et qu'il n'y ait pas de mécontentement. Pour une fois, si les différents groupements politiques, la CEI accède à leurs demandes et que ça ne dérange pas son calendrier électoral, la CEI fait bien son travail
en faisant en sorte qu'il n'y ait pas des interprétations, des contestations sur sa façon de mener les actions, les opérations du processus électoral. Donc je pense que la CEI fait bien son travail. La CEI fait bien son travail d'accéder à la demande des partis politiques. Ce n'est pas des arrangements, c'est prévu ainsi. C'est son rôle de faire en sorte que toutes les parties soient satisfaites du processus électoral. Alors moi, je pense que c'est le regard c'est ton regard. Tu es en train de dire quelque part que la CEI doit être comme ballottée par les partis. Donc, quelque part, elle ne se concentre pas sur comment je peux dire ça, les opinions de la population. C'est vrai que la Parce qu'à la fin, il y a le regard aussi de l'extérieur. C'est vrai que la CEI est un organe indépendant qui gère en fait les élections, mais au-delà de ça, de façon même beaucoup plus large, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, à chaque fois que les délais sont donnés, on ne les respecte pas. Il y a toujours des prorogations. Même quand on va faire le renouvellement en fait, de notre CNI, il y a toujours des retards, on est toujours obligé de proroger. Donc, en fait, je pense qu'il faut juste que chaque citoyen, enfin en tout cas ceux qui prennent part donc aux élections, puissent, comment dirais-je, se sensibiliser et puis faire preuve de rigueur. Est-ce que cela reste légal déjà? En fait, je veux dire, moi c'est ça mon point. D'accord. Je veux vraiment appeler à la responsabilité des candidats. Moi, je trouve que c'est pas du tout normal. La CEI fait son travail, d'accord. Mais quand on vous donne une date, vous êtes vraiment obligé de respecter cette date-là. Mais finalement, pas obligé. Si la CEI peut réfléchir un peu, voilà, c'est pas obligé. C'est vraiment pour ça que je dis qu'il y a problème en réalité. Il faut vraiment appeler au sens de la responsabilité des candidats. Quand on décide d'être candidat, il faut préparer cela sérieusement. Et donc, quand on te donne une date butoir, il faut respecter. Et moi, je me dis, c'est vrai que la CEI fait son boulot, machin, tout ça, mais elle est censée être rigoureuse sur les dates qu'elle donne. Parce que l'an prochain, on va arriver à faire la même chose. Est-ce que ça enfreint le code électoral? Non, moi je pense que c'est que les 45 jours. On ne parle pas tous ensemble. Prorogés jusqu'au 23, alors que les élections un couplet ont lieu le 2 septembre, la CEI reste dans son calendrier de 45 jours avant les élections. Donc, pour revenir un peu, c'est vrai qu'on peut s'imaginer que les partis politiques ne sont pas rigoureux dans le choix de leur... Parce que c'est quand même des élections qu'ils préparent depuis longtemps. Il ne faut pas dire l'an prochain, parce que l'an prochain, il n'y a pas d'élection. Hein. Non, je n'ai pas dit l'année prochaine. Tu n'as pas dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. C'est Jessica qui a dit? Je crois. Mais il peut y avoir des élections l'année prochaine, on ne sait jamais. Il peut y avoir... par référendum, on ne sait jamais par rapport à... Ah non, tu ne vas pas nous faire le coup là. Je ne fais pas les élections. Je m'excuse d'avoir ramené cela. Est-ce qu'on peut poursuivre aussi? On poursuit. Donc pour dire que tant que ça ne dérange pas le calendrier électoral, tant que ça est dans les cordes, comme on le dit souvent, de la commission électorale indépendante, d'accéder aux réclamations des partis politiques et des différents candidats, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on titre sur les partis politiques parce que certainement, l'administration, on sait aussi comment ça fonctionne. Il y a certains qui n'ont pas eu à attendre leurs documents. Voilà, exactement, mais c'est surtout en fait l'enjeu de ces élections locales qui fait en fait qu'il y a beaucoup d'alliances qui se font et donc il faudrait vraiment, comment dirais-je, choisir le meilleur candidat pour être la tête de liste en fait pour chaque parti politique et donc c'est pour ça que ça met autant de temps. Et moi je me dis c'est même pas une raison. Voilà, moi je me dis c'est bizarre qu'on soit d'accord parce qu'on est en train de banaliser le retard en fait. On espère que ces nouvelles dates seront respectées. C'est cela. Qu'est-ce qu'on espère? Et qu'il n'y aura pas une autre prorogation de date. On sait ce que tu notes déjà avec ton beau sourire. On sait ce que tu notes. Tout le monde, que ce soit en dehors comme sur ce plateau, en tout cas on espère que ces élections vont bien se passer. C'est pour ça qu'on est d'accord. On est d'accord sur ça. On aime la Côte d'Ivoire quand elle est en paix. Bien sûr. Voilà, on aime la Côte d'Ivoire avec ce joyau au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour faire des festivals et faire beaucoup de choses et organiser la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire qui est en paix, c'est une Côte d'Ivoire qui se vend facilement. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On poursuit avec l'image du jour. L'image du jour. Poursuivons donc avec cette image du jour. Belmonde Dogo. Avant peut-être qu'on revienne sur... Je voudrais parler de lorsqu'on proclame les résultats, les 2 jours qu'il y a après... Mais on a fini un sujet, tu pourrais nous permettre de continuer, comme ça demain on revient dessus. T'es resté sur ta fin, oh là là, c'est dommage. Tu vas te rattraper, pas de souci. C'est possible? Oui, c'est possible. Ou la petite oreille me dit de lui... je te permets, vas-y, termine. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, c'est bien que le processus se déroule bien ainsi, selon
les opérations menées par la Commission électorale indépendante. Mais le point d'ancrage de tout ça, c'est les élections et les résultats. Très bien. On voit que dans le calendrier qui a été donné, les élections ont lieu le 2 septembre et 2 jours, du 4 au 5, c'est là que les résultats sont donnés. Pour des élections locales, c'est vrai que ça a un enjeu national, mais c'est des élections locales. Surtout qu'il y a des assesseurs de chaque parti politique. Il y a à l'instant, lorsque les bureaux de vote sont fermés... En réalité, tu estimes, Herman, que le délai est trop long pour proclamer les résultats. Je pense. Du 2 au 5 je pense. Du 4 au 5, alors que les élections ont lieu le 2. Or, c'est dans cette marge-là, souvent, qu'il y a des suspicions de fraude. Non, je ne dirais pas des fraudes, des suspicions de fraude. D'accord. Alors, que dit le code électoral en matière de proclamation des résultats? Ils ont jusqu'à 48 heures. 48 heures? Normalement, ils sont dans le délai. Légalement, c'est légal. Donc, de quoi se plaint-on, en fait? Tu te plains de la loi? Non, je me dis, c'est des élections locales. Oui. Surtout qu'on sait, lorsqu'il y a cet intervalle-là, il est trop long, il y a souvent des suspicions, c'est là qu'il y a plus de contestations. Parce qu'on soupçonne la modification électorale. Non, mais tu sais... Herman, avant même d'arriver au résultat, il y a déjà suspicion, même dès le début du processus de l'élection. Non, il y a déjà, parce que quand souvent certains hommes politiques commencent à se critiquer en s'envoyant des pics en fait, de suspicion, ça crée déjà un climat assez lourd. Mais Isabelle, ce que je propose, que la CEI fasse en sorte qu'au lieu d'attendre jusqu'à 2 jours, pour réduire les états d'esprit de suspicion, tout ça, je pense que ce n'est pas mauvais. Surtout que lorsqu'on ferme les bureaux de vote à 18h, lorsqu'on ferme les bureaux de vote, à l'instant T, moi j'ai participé à une élection et j'étais candidat, à l'instant T, on fait le décompte des voix, on connaît les résultats. C'est cette compilation des résultats-là qui dure. J'aurais bien voulu que ce soit immédiatement donné les résultats. On a compris. On a compris. On a compris, Herman. Voilà, le principe, ce que tu voudrais, donc, c'est que ce soit rapide. Mais bon, tant que cela respecte le code électoral, ça a été déjà établi. On va dire que la CEI respecte le code électoral, donc on va poursuivre avec le prochain sujet qui concerne la solidarité. En matière de solidarité, on va dire que c'est très bien, c'est de bon augure pour faciliter aussi les élections à un peuple en paix, un peuple heureux, un peuple soutenu et solidaire va paisiblement aux élections. C'est en cela que la ministre de la Solidarité, justement, donc Belmont Dogo, réconforte les familles endeuillées par les pluies diluviennes à Abidjan. Vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, particulièrement, je trouve que c'est très bien. C'est une action à féliciter, à encourager. Ils se sentent moins seuls, du coup. Mais mon point, il reste le même, en fait. Ça ne sert à rien de soutenir des familles endeuillées si on ne prend pas de mesures pour éviter qu'ils soient endeuillés, justement. Moi, c'est ça mon point. Qu'elles soient endeuillées, ces familles, d'accord. Voilà. Il faut travailler à cela parce que les encourager, donner des enveloppes, ça ne ressuscite personne, en vrai. Bon, moi personnellement, je salue l'action du gouvernement, cette solidarité-là qu'elle exprime, qu'elle manifeste auprès des familles, des victimes et autres. Si encore certaines victimes c'est peut-être des inondations et ceux qui les prennent, mais souvent, des populations, les citoyens même se mettent dans des zones à risque vraiment grave, des zones d'éboulement, des zones où on ne doit pas habiter et autres. C'est vrai, c'est bien que quand il y a des victimes qu'on court. Et c'est pourquoi je salue un peu l'appel que la ministre qui représentait le gouvernement pour ces dons-là a fait, la ministre de Dolmont. Elle dit par exemple, je lance un appel aux populations, la pauvreté ne doit pas être une excuse pour aller à la mort. Ça, c'est vrai, les gens sont sur des zones qui sont sensibles, qui savent que là, si je reste là, s'il pleut, vraiment quelque chose va m'arriver. Mais pourquoi rester là? Pourquoi avoir cet esprit, je vais dire, suicidaire? Mais ils vont aller où? Mais si cette zone-là ne doit pas être habitable, ça veut dire que le fait même que ces personnes-là soient là, c'est qu'il y a un problème. Jessica, ta question semble pertinente, mais moi, j'ai envie de te répondre. Aller où? Enfin, les populations peuvent aller ailleurs plutôt que de rester là où il y a la mort. En fait, je suis d'accord. Il vaut mieux sauver sa vie. Je veux dire, le gouvernement fait quand même des efforts pour aider ces populations, des campagnes de sensibilisation. Il y a des dons, qui sont faits. Il y a un appui en fait pour la relocalisation. Donc, à un moment donné, il faudrait aussi que ces populations-là puissent prendre conscience qu'elles sont face à la mort quand il y a ce risque en fait, quand il y a la saison des pluies et qu'elles se replient en fait. Je l'ai même dit, les responsabilités sont partagées.
partagé. Quand je pose la question, ils vont aller où? Cela ne veut pas dire que c'est normal qu'ils restent là. Mais est-ce qu'on se pose la question? Parce qu'aujourd'hui, on est sur un plateau, on est aussi ces personnes-là. On a peut-être un cousin, un ami, un voisin, machin. C'est parce qu'ils, s'ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Parce que je me dis, qui veut mourir? Personne. Moi, je me dis que s'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, ils ne vont pas rester là. On ne parle pas de population comme de personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont inconscientes. Mais moi, je me dis... Jessica, que ces familles n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, n'ont pas oui, je veux dire, le moyen d'habiter ailleurs que dans ces zones à risque. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce que on vient de déguerpir, on dit que c'est une zone à risque, machin. Mais tu restes là quand même. Je veux dire, ils vont aller où? Mais quel est le processus pour que quelqu'un oui. accède à un endroit? Ça, c'est une belle question. C'est une belle question à laquelle il faut répondre. Moi, ce que je dis, en fait, pour être un peu équilibré, c'est qu'à la fin, c'est des choses qui arrivent chaque année. Et moi, je pense que l'État est déjà en train de travailler dans ce sens-là. C'est un processus. Un processus, ça peut prendre beaucoup de temps. En temps, il y a des morts. Et je pense que l'État ne ferme pas ne ferme pas les yeux face à ces morts-là. La preuve, ils font des dons, ils aident ces familles-là, ils les soutiennent. Et quelque part, l'un dans l'autre, ils sont vraiment dans ce processus de réhabilitation ou encore de détecter des zones à risque pour vraiment les fermer et tout. Je pense que c'est un processus. Soyons un peu tolérants avec l'État. Je pense qu'ils sont déjà en train de marcher vers ces accomplissements-là. Donc, quelque part, mais là-dessus, on est à fond avec l'État, justement, que moi je reviens, j'insiste sur l'appel, je prends le ministre Belmond Dogo, on dit le ministre, on peut même dire la ministre aussi, mais on dit le ministre. Si on veut féminiser, la ministre Belmond Dogo, je suis d'accord avec elle, elle dit, c'est pas parce que on va venir faire des dons, ça ne peut pas ressusciter les gens. Donc vous savez que vous pouvez mourir là. Ne restez pas là. C'est vraiment un cri de cœur. Merci à tous. Voilà, l'année prochaine, on va revenir encore leur faire des dons. Sur ça, on est d'accord. Ça va. Parce que les dons, ne ressuscitent pas, parce que les dons ne vont pas vous permettre d'éviter la mort. Vous devez vous-même déjà prendre conscience du fait que vous êtes dans des zones à risque, que vous pouvez y perdre la vie. N'attendez pas qu'on vienne par élan de solidarité vous donner de l'argent après. Ce n'est pas le but. Déménager de ces zones à risque. Merci de rester avec nous. Ça y est, nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer à embellir vos vacances avec le talk. Jessica Kone, Nisnda, Isabelle Vauvor, Herman et moi-même. On est toujours heureux d'être avec vous. On poursuit donc cette émission avec le fait du jour, un autre fait du jour. Promotion de l'excellence. 12 élèves bénéficient de vacances en France. Oh là là, c'est magnifique. Pour promouvoir l'excellence en Côte d'Ivoire. C'est un beau pas. Une belle action que mène depuis quelques années quand même le gouvernement. La 7e édition maintenant. La 7e édition quand même. C'est une initiative de la fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara, la première dame. Je pense qu'à ce niveau-là, sur la question d'aide, d'accompagnement des enfants, sa fondation travaille depuis longtemps cela et elle a institué depuis un certain nombre d'années, ça fait la 7e édition maintenant, chaque année, partir avec les meilleurs de notre système éducatif au niveau secondaire et autres, pour aller faire un séjour éducatif en France avec l'aide, l'accompagnement d'une structure en place là-bas qui permet à ces enfants-là de découvrir une autre culture. Je pense que c'est une initiative à saluer parce que cela participe à faire en sorte de cultiver l'excellence, stimuler les enfants pour qu'eux aussi, parce que ceux-là, s'ils travaillent bien, ils peuvent aussi l'année qui va suivre aller faire ce C'est ton avis, Jessica? Oui, bien sûr, parce que la promotion de l'excellence, c'est vraiment très important. Ça permet aux enfants d'être challengés. Voilà, sur ce plan, ils ont donc beaucoup plus de motivation, à part le fait de réussir sa vie, avoir un boulot. Ils savent que s'ils ont de bonnes notes, ça sera un voyage sur Paris. Moi, je me dis, à Paris, c'est bien intéressant, mais pourquoi pas aller à Korogo? Ces enfants-là, je me demande même s'ils connaissent leur pays, leur ville natale. Il y a un centre de formation pour les enfants à Korogo pour le moment. Oui, mais je me dis, ils vont à Paris, c'est pas pour se former aussi, c'est pour découvrir le pays. Et moi, je me dis, ce serait aussi bien qu'ils aillent découvrir... faire un périple qui commencerait donc en Côte d'Ivoire déjà, donc c'est cela? Tu partages cet avis? Oui, parce que... En réalité, vous savez, voyager, c'est lire 10 livres à la fois. Donc, en fait, on apprend énormément à travers un voyage. Il faut savoir aussi qu'il s'agit d'enfants donc de 15 à 16 ans de la classe de
de 3e, seconde, terminale et même la 4e aussi qui sont concernés donc, par ce programme-là. Il faut savoir que la première dame, Dominique Ouattara, c'est vraiment une grande dame qui a vraiment le cœur sur la main. Et à travers sa fondation, en fait, elle lutte contre le travail des enfants, elle exerce aussi dans le domaine de la santé, etc. Donc c'est vraiment une initiative à saluer. Bien sûr, moi, ce que je peux dire, effectivement, c'est la même chose. C'est une très belle initiative de la fondation Children of Africa, présidée par Madame Dominique Ouattara. Alors, elle fait la promotion de l'excellence dans notre système éducatif. Bien sûr, les enfants, c'est très intéressant pour eux, mais j'aimerais profiter de cette LURCAN, surtout pour encourager ces enfants, effectivement, à se donner davantage dans les études, pas seulement pour voyager, mais surtout pour, comment je peux dire ça, assurer cette responsabilité qu'elle a leur. Bien sûr qu'elle a leur, c'est de diriger la Côte d'Ivoire dans quelques années. Donc, on fait les études aussi, pas seulement pour voyager, mais surtout pour être meilleur, moi, j'aimerais rebondir. Diriger et tout. Moi, j'aimerais rebondir sur le propos d'Isabelle. Hein, donc, aller, je veux dire, en France, c'est bon, hein, mais est-ce qu'on n'apprend pas plus quand on visite son pays déjà? Assini, Korogo, oui, bien sûr, Biokwe, il y a beaucoup d'autres contrées en Côte d'Ivoire qui présentent de belles choses. Oui, tout à fait, mais aussi, il faut savoir que c'est une opportunité extraordinaire qu'elle offre aussi à ses enfants. Ils sont déjà, en fait, en Côte d'Ivoire, donc pourquoi pas aller découvrir un autre pays à l'étranger? C'est tout aussi intéressant et comment dirais-je, ça contribue, en fait, à leur épanouissement et surtout à leur ouverture d'esprit sur le monde. Mais les Ivoiriens même sont les premiers à dire que les gens sont beaucoup plus, mettent beaucoup plus de moyens quand il s'agit des concours de beauté et autres. Et quand c'est quelque chose pour l'intellect, la récompense n'est pas cela. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays qui est intéressant, il y a beaucoup de sites touristiques ici, il y a beaucoup de choses à connaître ici, mais faire sortir ces enfants à aller dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, c'est aussi leur offrir un séjour éducatif, mais en même temps touristique, qui va pouvoir ouvrir leur esprit pour découvrir d'autres cultures. Moi, je pense que c'est pour montrer aux autres enfants, lorsque vous travaillez bien, vous pouvez réussir à voyager, vous permettre de sortir de votre pays, vous permettre, parce que ça, on parle de ça, mais ça va renforcer eux-mêmes leur état d'esprit. Hier, on en parlait. Ouverture d'esprit sur le monde, c'est très bien. Il faut aussi rappeler que ces chose. enfants sont aussi issus de familles modestes, donc ils n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir aller à l'étranger. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment. On dit juste une chose sur laquelle on est tous d'accord, très certainement. Y aller, traverser la frontière, c'est bien, mais il faut que ce périple commence par la Côte d'Ivoire. Découvrir quand même quelques régions en Côte d'Ivoire, toute la beauté de notre pays. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à montrer à nos enfants qui n'ont, moi je vous dis, grand comme je suis là, il y a des villes de Côte d'Ivoire que je n'ai pas encore visitées. Donc, il faut pouvoir visiter son pays pour le connaître. C'est très important. On peut plaider, on peut suggérer à la Fondation Children of Africa. Commencer par le pays ce séjour-là et aller à l'extérieur après. On est tous d'accord là-dessus. D'accord. C'est Poursuivons cette émission, les amis. On a aimé ce sujet. Félicitations à la Première Dame donc, qui continue de montrer son amour à tous les enfants de Côte d'Ivoire et du monde. Alors, ça fait là-dessus, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a présenté hier, mercredi seulement, l'Observatoire cartographique des données des réseaux de télécommunications en Côte d'Ivoire. Question à vous, quel est le véritable objectif de cette action? Moi, je pense que avec cette installation de cet observatoire-là, qui est l'Observatoire cartographique des données de réseaux de télécommunications en Côte d'Ivoire, l'ARTCI, qui est l'organe régulateur du système de télécommunications, vient un peu solliciter l'aide des usagers qui ont leurs expériences diverses avec les opérateurs. Ce sont eux qui connaissent la qualité, si le réseau est bon ou il n'est pas bon, sollicitent un peu leurs informations, leur expérience pour pouvoir avoir une base de données pour faire son travail de régulateur auprès des opérateurs qui ne permettent pas une bonne connexion, qui parlent de 4G, pourtant c'est 2G ou 3G et autres. La FCI nous sollicite pour l'aider à parfaire le travail des... Moi, j'ai une question qui me trotte comme ça dans l'esprit. Mais depuis toutes ces années, je me pose la question, comment est-ce que l'ARTCI arrivait, bien sûr, à faire ses investigations pour permettre cette régulation? Comment est-ce qu'elle procédait? Pour vérifier la qualité des réseaux? Pour vérifier la qualité des réseaux. Moi, aux Axini, je me posais des questions. À cela, moi, j'ai envie de dire, vaut mieux tard que jamais.
Voilà, la Côte d'Ivoire, elle va percher cette émergence qu'elle câline depuis voilà, quelques années. Et moi, j'ai même envie de saluer cette initiative. C'est très, très bien, vu que c'est un réseau qui va venir permettre J'ai juste un peu envie de te prendre au mot. Hein. Oui. Cette émergence, est-ce qu'elle ne donne pas la qualité à l'ARTCI, l'organe de régulation, d'avoir tous les moyens pour faire le contrôle au lieu de solliciter les consommateurs? Non, moi je me dis, l'ARTCI est un organe de régulation. La Côte d'Ivoire est un territoire qui est très vaste. Ils ne peuvent pas avoir les yeux et les oreilles partout. Pour que cet outil-là fonctionne bien, il faut qu'il y ait une bonne base de données. Donc c'est la sommation des bases de données qu'ils vont pouvoir recueillir, qui va vraiment être fonction de la qualité de cet outil-là. Et moi je me dis, avec cet outil, l'ARTCI aura donc les yeux et les oreilles sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et ça, c'est à saluer, en fait. Avec l'aide des populations. Bien sûr. J'ai bien envie d'écouter Herman avant de ce que je veux réagir. dire, l'ARTCI, avant de donner une licence à un opérateur, lui impose de payer quand même 100 milliards de francs CFA. D'accord. Non, c'est 50 milliards. 100 milliards de francs 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA qui est imposé à des opérateurs, sans compter que c'est un secteur qui génère beaucoup de sous. Donc il y a des impôts que l'État prélève. Donc il n'y a pas que ces 100 milliards. Est-ce que l'ARTCI ne peut pas, l'État ne peut pas faire en sorte que l'ARTCI ait de l'argent pour payer des outils performants pour faire ce travail, même si on peut solliciter à côté de cela l'expérience des usagers? C'est la question que je me pose. Parce qu'il ne faudrait pas que... Parce que, comme elle s'inquiétait, Eunice s'inquiétait tout à l'heure, depuis lors, comment est-ce que l'ARTCI procédait? Ça veut dire qu'on est en train de dire que peut-être que l'ARTCI fonctionnait sur les notes de ces opérateurs qu'elle était censée réguler. C'est pourquoi on dit que cette zone elle est couverte, mais en réalité, il n'y a pas de réseau. Les gens sont obligés d'aller dans leur village et dans leur zone d'habitation, ils doivent aller chercher des points culminants sur les arbres souvent pour avoir un réseau. Donc la RTCI, c'est bien que maintenant la RTCI se réveille, veut bien faire son travail, mais même si l'ARTCI avait tous les moyens à sa disposition, pouvoir contrôler, pouvoir vérifier, etc. Moi, je pense que cette approche participative est à saluer. Oui, voilà. Moi, je pense que même si elle a le dispositif, même si elle a le dispositif en interne, il faut avoir une approche participative parce que à chaque fois qu'un opérateur national donne des données statistiques, etc., il y a toujours une partie de la population qui va se plaindre parce qu'ils n'ont pas été associés, en fait, comment dirais-je, à la consolidation des données ou bien au séminaire ou alors à l'élaboration du dispositif, etc., etc. Donc moi, je pense que cette participation-là est à saluer. Cet appel à la participation est à saluer, c'est intéressant. Voilà, donc il faut, au lieu de critiquer, je pense qu'il faut d'abord saluer ce qui est en train d'être fait parce que on peut se rappeler aussi de la crise des data qu'on a eue récemment, où il y a certaines associations de consommateurs qui avaient décrié ne pas avoir été associées donc, au processus, de n'avoir pas été associées au processus ou alors au travail même que l'ARTCI fait. Voilà, donc, mais ce qu'on dit, on salue effectivement cela. Ce qu'on dit, c'est qu'à côté de cela, il faut que la RTCI pense aussi à avoir des moyens pour pouvoir bien faire son travail à côté de cette sollicitation-là qu'elle peut faire, qu'elle doit faire. Les moyens dynamiques, acheter de nouvelles technologies. Oui, avoir des outils pour pouvoir contrôler l'état, le niveau, la qualité des réseaux, des opérateurs. Mais là, tu es servi, c'est le premier outil, donc tu notes ça sur la liste, c'est le départ. C'est comme si on demandait les polices. C'est comme si la police... Ils ont les moyens ou pas, ils ont les outils. C'est comme si la police demandait aux citoyens attraper les policiers et les voleurs. Non, là, tu peux pas faire cette comparaison-là. Non, je fais juste... Non, cette comparaison-là n'est pas admissible. Non, là, c'est vraiment un autre volet. Donc, on parle de sécurité. Non, là, on parle d'un volet sécuritaire. Non, c'est juste une image que je donnais. Je n'ai pas dit qu'au niveau sécuritaire, la police ne fait pas bien son travail. On parle d'un volet sécuritaire. Donc, ça n'a rien à voir avec des données, en fait, de télécommunications. On va le laisser expliquer son assertion déjà. Je n'ai pas dit que la police ne fait pas son travail. Je prenais juste un exemple. Je dis c'est comme si la police demander aux populations d'attraper maintenant les voleurs. Mais c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas logique, en fait, ce que tu dis. Parce que l'une police ne peut pas demander, en fait, aux citoyens d'aller attraper les voleurs, etc. Même s'il veut imager, il faut bien imager. Non, voilà, il faut bien imager. Il faut trouver, en fait, une autre situation pour pouvoir, si tu veux, illustrer. Mais je pense que les téléspectateurs... La RTCI nous sollicite les consommateurs pour veiller... pour veiller donc, sur la qualité de tous les réseaux de télécommunications. C'est pas trop tôt, on va dire.
C'est pas trop tôt. Oui. C'est pas trop tôt. Moi. Mais c'est à saluer. Ça saluer. Parce Non, que c'est à à saluer, chaque mais fois c'est pas trop tôt. qu'on pose des problèmes sur ce plateau, on rappelle que les responsabilités sont partagées. D'accord. Donc la participation aussi est censée être partagée. L'outil fait son boulot, la population doit aussi participer parce que c'est son bonheur, c'est son bien-être, c'est son épanouissement qui est mis en jeu. La Donc, population va te c'est très dire bien. que mais moi, je paye de l'argent déjà. Oui. Je n'achète pas, on ne m'offre pas gratuitement. Donc, Mais quand tu les vas au crédits de marché, communication quand et tu tout vas ça. au marché, tu payes la banane et le manioc. Est-ce que c'est la personne qui t'a vendu la banane et le manioc qui pile ton foutou? Chacun fait son goût. On va dire que c'est pas Tu pareil. piles ton foutou à la mise. Vous avez des images un peu... Non, mais en fait, moi, je pense que ce qu'il faudrait retenir ici, c'est qu'à à l'issue en fait, de tout ça, de tout ce processus, selon le bulletin d'information que nous avons reçu, le dispositif permettra à terme donc d'offrir aux consommateurs une plateforme de signalement des difficultés rencontrées dans l'usage des services numériques. Donc, ça vise en fait à, si vous voulez, faciliter ou alors améliorer la qualité des services des télécommunications. Voilà, Non, c'est ce moi, qu'il faut. moi, Donc, je salue cela, parce non, moi, je que voulais poser une les question, chiffres la quand même sont inquiétants. Selon la directrice générale de la RTCI, ce sont environ 500 000 personnes qui se trouvent dans 598 zones non couvertes par aucun réseau de télécommunications. Certainement ça, que c'est les triste, opérateurs leur disaient qu'il y a dans ces zones-là, c'était couvert. Donc déjà, c'est des informations que la RTCI va collecter, va leur permettre d'avancer. Ce que nous disons, ce n'est pas moins ce que la RTCI fait. On dit seulement que la RTCI, c'est vrai, vous allez prendre les données auprès des populations, des usagers et autres, mais vous aussi ayez des outils performants pour contrôler. Là, votre travail sera complet. Non, moi, je voulais le niveau de participation de la population. Ça dit que c'est à quel niveau que se situe la participation Mais des populations. Isabelle l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fonctionnement même de l'outil permet d'enregistrer les plaintes. C'est-à-dire que toi, tu as ton téléphone portable, C'est cela. l'RTCI est là-bas. Comment elle fait pour savoir si tu as des désagréments sur la qualité du réseau? C'est quand toi, tu vas maintenant enregistrer, manifester, communiquer sur ce qui ne va pas maintenant dans ton réseau. Mais pourquoi? Mais laisse-moi aller. Pourquoi c'est maintenant on parle du bout? C'est pour te dire que je récupère la parole. J'ai parlé de mon bout, là. On n'a pas illustré. Je suis pas Mais d'accord j'ai avec posé ça. cette question pour C'était que, lui qui bien a dit sûr, qu'il on fallait explique aux vider son populations. Vous êtes téméraire, vous ne laissez pas la faire. Hein. Non, c'est pour juste dire Mais que c'est voilà, tout, elle on doit explique aux passer. populations Oui, comment ça se faut passe, dire tout quoi simplement. Non, pour que les populations soient au courant, sachent un peu de quoi il s'agit, à Oui. quel niveau D'accord. se situe leur responsabilité dans ce processus. Le mood d'Herman, de quoi parle-t-il aujourd'hui, le mood d'Herman? Merci à tout le monde. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé des retardataires au niveau de la Commission électorale indépendante. Donc, je parle aujourd'hui des retards et des longs temps d'attente à des rendez-vous pourtant fermes. D'accord. C'est devenu presque culturel en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'amuse à arriver en retard à un rendez-vous. Le retard est ivoirien. Et comme le gouvernement est sur plusieurs fronts, dont celui de la construction des ponts et des routes, Merci le de prétexte tout reconnaître. pour trouver, pour excuser ce retard, On avait la paix. c'est l'embouteillage, les bouchons. En saison des pluies, comme le disent les Ivoiriens, c'est gâteux. À la moindre tombée de pluie, celui qui est attendu à un lieu esquive avec le fameux « il pleut fortement ». Ce qui est davantage agaçant, c'est bien lorsque celui qui est attendu au lieu de ce rendez-vous-là, Fitz, rassure maintes fois en lançant le fameux « je ne suis plus loin » ou « je suis à 5 minutes », alors que vous l'avez relancé déjà par 2 fois. Il vous répond par le même message. Et pourtant, un rendez-vous que l'on donne à 1 heure, oui, doit être respecté. Doit être Moi, je voudrais respecté. demander à tout le monde ici, donc, sur cette table, quel est l'argument assez souvent que vous donnez quand vous êtes en retard? Quand vous savez que vous êtes en retard et que vous voulez obliger la personne à vous attendre quand même. C'est quoi l'argument? Embouteillage? En fait, pluie? classique. On te Classique? pose la question, tu es où? Tu dis j'arrive. J'arrive. Le Mais tu es j'arrive. où? Mais En tu fait, es où? Justement, J'arrive. on dit Je j'arrive. suis là dans 5 minutes, c'est pas loin. L'Ivoirien n'a pas le temps. Il va Voilà. te dire, mais je suis à côté, j'arrive. Mais toi, Jessica, qu'est-ce que tu Oui. dis? C'est ça, C'est ce qu'elle j'arrive. dit. Moi, je dis j'arrive. D'accord. Moi, je J'aime dis- pas mentir, Ah. ça sert à rien d'inventer. Je sais J'avais même pas mentir en complètement plus. oublié, j'avais Il y en a qui- complètement je suis pas loin. oublié. Il y en a qui- je suis pas loin. Mais je suis pas loin. Hein. D'accord. J'avais complètement, mais je suis pas loin, t'inquiète pas. Et toi, tu dis quoi? Généralement, je suis rarement en retard, mais Tu l'as dit hier, hein, c'est pas faux. oui, c'est ça. Ouais. Si jamais ça m'arrive, je vais m'excuser. Très bien. Je vais dire Tu vas pardon. avouer Je vais dire franchement. pardon, attends-moi. D'accord. Voilà, c'est tout. Herman? Donc je disais, pourtant, un rendez-vous que l'on donne à 1 heure et à un endroit précis doit tenir compte de toutes les prévisions et aléas, même ceux de la météo avant d'être fixe, car c'était pour les rendez-vous. On est tous allés à une cérémonie prévue
à une heure précise et qui finalement démarre 2 heures, voire 4 heures après. Les organisateurs attendent leur personnalité ou le parrain sponsor et pour cela, il est prêt même à reporter son événement. Au finish, certains des invités déjà présents depuis l'heure indiquée sur les cartons d'invitation qui avaient déjà planifié leur journée sont obligés de se retirer. Souvent même, finalement, le parrain se fait représenter ou même il ne vient même plus. Les interminables attentes dans les services et administrations, on en parle aussi. On en parle aussi. Le service est censé être ouvert à 8 heures, mais les agents disent mettre tout en place et finalement, les procédures débutent parfois 1 heure après. Bonne chance à vous si vous devrez croiser une autorité qui vous a pourtant fixé 1 heure d'audience, que ces services vous ont préalablement on reproche indiqué. souvent aux autorités, n'est-ce pas? Je veux dire, quand on va voir les boss, c'est le boss qu'on va voir. Demander à Isabelle. On va dire à un boss, tu m'as dit de passer, à 8 heures. Est-ce que je ne suis pas venu à 8 heures? Pourquoi tu ne m'as pas venu à 8 heures? Souvent, tu ne peux pas dire ça. On parle pas tous ensemble, s'il vous plaît. Moi, je veux dire un truc dessus. L'Africain, bon, plus précisément l'Ivoirien, a une conception linéaire du temps. Pour nous, lorsque un événement n'a pas eu lieu à 8 heures, comme il était prévu, on peut le pousser à 9 heures. Encore plus, un peu plus à 10 heures. En fait, on ne se rend pas compte qu'on perd le temps et que chaque événement doit se passer à l'heure indiquée. Donc, c'est une conception linéaire du temps qui fait que, quelque part, on ne se gêne pas de perdre du temps. On ne se gêne pas. Non. Et je pense que c'est du coup. Et dans le genre humain, c'est propre aux femmes. Donc, quand le boss même vous a donné le rendez-vous, et puis qu'il a fixé, donc ces services vous ont déjà informé, vous attendez, vous pouvez passer des heures et des heures dans sa salle d'attente, à lire même tous les magazines qui sont là, et sans qu'ils ne viennent. Et quand il vient, souvent, il vous prend pour 15 minutes. Vous voyez qu'il arrive souvent qu'il ne soit même pas encore arrivé à son bureau. Là, vous avez le choix de rester à attendre, vous en aller. Être à l'heure est une question de respect. Mais au-delà même du respect, c'est un signe de bonne éducation et de discipline. Faisons l'effort de changer cette mauvaise habitude d'être en retard pour ne pas perdre le temps de l'autre. L'anglais dit « time is money ». Be on time can save your future. Le temps, c'est de l'argent. Être à l'heure, ça peut garantir votre avenir. Votre futur. Moi, mais bravo. Oui. Mais bravo. On va pas l'appeler objecteur de conscience, mais je pense que... c'est quoi? Je pense qu'il y a des choses à dire quand même. Oui, à cela, moi je veux ajouter, c'est vrai que l'anglais dit que le temps, c'est de l'argent. Moi, j'ai envie de dire que le temps, c'est le capital de ta vie. Tu n'en auras pas, c'est-à-dire, aujourd'hui, 20 heures, tu n'auras pas de 20 heures de cette date. Donc, il faut savoir que quand tu gaspilles ce temps-là, c'est ta vie que tu perds tout simplement. Très bien. Un petit commentaire? Moi, je pense qu'il a tout dit. Franchement, bravo Herman. Merci. Être à l'heure, en fait, c'est un signe de respect. D'accord. Parce qu'Isabelle est toujours à l'heure. Hein. On ne l'a jamais vue se presser parce qu'elle est en retard. Depuis 2 ans quand même que je te connais. Elle est toujours à l'heure. Ah ben c'est super. Moi, je voulais revenir sur mon profane. Là, je n'ai pas compris, mais on n'a qu'à avancer. Mais il faut revenir dessus. Il y a pas de souci. Tu as dit quelque chose de profane. Je n'ai pas bien compris, en fait. Je voulais que tu répètes. Ce que j'avais dit. Tu avais dit quelque chose de profane, et puis tu as dit non, je ne non, j'ai dit un truc, je dis, dans le genre humain, c'est propre aux femmes. Aller le retard, en fait, à des événements, elles doivent se maquiller, c'est ce que je disais. En fait, ce statut visé là, je ne l'ai pas bien compris. Oui, on peut nous taguer comme ça. Le truc, c'est que, bon, c'est pas propre qu'aux femmes, hein. Il y a des hommes aussi qui sont... Être en retard aux manifestations, à des événements. L'époux est prêt dans la voiture, il klaxonne 10 000 fois. Aujourd'hui, même si on allait gérer un petit gombo, le mariage était prévu pour 12 heures. Mais... Il a commencé à 14 heures. Est-ce que c'est la mariée seule qui devait se maquiller? Question. Mais on était en retard. Mais ce qui est vraiment gênant, c'est que lorsqu'on est en retard, on chamboule soi-même nos programmes, mais l'autre qui nous attend, son programme de la journée aussi chamboulé. Et souvent, il a des rendez-vous importants, il ne peut plus aller parce qu'après, il fait ça au pas de course. C'est vraiment, vraiment compliqué. Apprenons, cultivons le fait d'être à l'heure parce que c'est bien pour nous. Habitude. D'accord. Merci à vous tous sur ce plateau d'avoir été si brillants. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Les internautes sont sur les réseaux sociaux, donc à nous lâcher des messages, à partager le direct concernant cette émission. Et puis à porter des cœurs et des likes. Merci de le faire, de rester avec nous. Demain encore, on a rendez-vous à la même heure. Passez de bonnes vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom.